Je m'appelle Oulayoue, j'ai 43 ans. J'habite au Nunavik, dans l'Arctique, une région presque aussi grande que la France et située au nord du Canada. 10 000 Inuits vivent dans cette partie du monde, apparemment vierge de toute pollution. Pendant des millénaires, nous avons vécu dans le froid, la neige et le blizzard, mais aujourd'hui, tout a changé. Le réchauffement climatique est désormais au cœur de nos préoccupations. Je vais vous raconter notre vie telle que nous la vivons aujourd'hui, au quotidien. En quelques décennies, le peuple inuit, qui vivait autrefois en osmose avec la nature, a dû s'adapter à un nouveau mode de vie. Les Inuits ont remplacé les traîneaux à chiens par les motoneiges et les igloos ont été délaissés au profit de maisons au confort moderne. Oulayoue est enseignante. Près de Kuujjuaq, le plus grand village inuit, elle improvise souvent avec sa famille des déjeuners dans la taïga. C'est une tradition qui reste très importante. Mais le climat et le paysage ne sont plus comme avant. Nous sommes mi-mai et la neige devrait couvrir encore l'ensemble du territoire. When the ice is melting, quand la neige commence à fondre, nos anciens apprécient cette glace parce qu'elle est fraîche. On l'utilise pour faire de l'eau qui sert à notre communauté parce que c'est naturel. Mais si le climat continue de changer, je ne sais pas si on aura encore de la glace comme ça. Elle risque de disparaître. Nous, les Inuits, nous préférons le froid à la chaleur, car nous sommes habitués aux basses températures, mais maintenant, le climat change beaucoup. Même le journal en parle. Et ils disent que la température normale en cette saison est de -7 degrés. Et aujourd'hui, il fait plus de 19. C'est un record. La glace devrait être recouverte de neige en ce moment. Avant, nous étions capables de prévoir le temps en regardant les nuages. Mais maintenant, cela devient de plus en plus dur de prévoir le temps. Tous les Inuits doivent prendre conscience de ces changements. Ça nous inquiète. Par respect pour ses racines, Oulayoue garde un lien très fort avec la nature, particulièrement la banquise. Plus que quelques jours pour y voyager avant que celle-ci ne fonde, et pour rien au monde, Oulayoue ne raterait cette occasion. C'est pour elle un besoin qui l'amène à regagner dès qu'elle le peut son village natal, Kangig-Sujuaq. Kangig-Sujuaq compte 500 habitants et, bien que situé très au nord, la neige a là aussi pratiquement disparu. Chacun se déplace désormais en tout terrain. Avec le temps, les Inuits ont appris à s'adapter à presque toutes les situations. Pour se déplacer sur la glace, il faut désormais prévoir plus de provisions, plus de carburant, car les imprévus sont fréquents et ce nouveau climat rend la banquise plus dangereuse. Arrivé de Kuujjuaq en avion, Oulayoue prépare son départ pour le camp de pêche dans l'unique supermarché du village. Tout coûte très cher ici, car rien n'est fabriqué au Nunavik. Ni les serviettes en papier, ni le sel. La seule chose que nous produisons est la viande que l'on chasse. Comme on est très loin de tout, le reste est importé par avion.
Géographe de formation, Pierre Philly enseigne dans l'unique école du village. Inuit de cœur, il est arrivé ici il y a 20 ans pour travailler et s'est attaché à cette région. Les bouleversements du climat sont également au centre de ses préoccupations. Comme vous pouvez le constater, la glace commence à fondre. Ça peut amener peut-être même les Inuits à modifier les termes utilisés dans leur calendrier. Le mois de juillet, par exemple, qui disait dans leur langue, c'était le mois où les glaces se brisent, où la banquise se détache de la terre pour partir. Maintenant, ça se fait milieu juin. Quand j'ai commencé à travailler dans le Nord, ça fait presque 30 ans, on faisait de la motoneige jusqu'en juillet. Puis là, la motoneige, elle va probablement être remisée la semaine prochaine. Donc, un mois plus tôt dans le passé. Pierre participe à des négociations entre la population locale et les industries minières, car ici, le sous-sol recèle des trésors très convoités. Le réchauffement du climat est devenu l'allié de ces industries qui se développent. Les matières premières sont désormais plus accessibles et la glace plus fine ouvre de nouvelles routes maritimes. La banquise ainsi éventrée empêche tout déplacement en motoneige. Ce problème remet en cause la sécurité des chemins et fait craindre une disparition de la culture inuite, car sans accès à la banquise, les Inuits seraient privés de leurs besoins essentiels. Depuis que je suis ici, ça fait 20 ans dans ce village-ci, j'ai vu des changements. Je les ai vus, je les ai vécus aussi, parce qu'en étant un membre actif de la communauté, ma femme est inuite, et je me souviens quand on finissait à l'école dans les années passées, les enfants nous attendaient à la sortie de l'école, on embarquait dans la motoneige et on partait. Maintenant, l'école se termine, il n'y a plus de neige dans le village. L'année passée, ou il y a 2 ans, les gens pêchaient dans un lac à peu près à 100 km d'ici, et il a fallu les sortir en avion. Lorsqu'ils sont arrivés le vendredi, il faisait beau. Le dimanche, c'était impossible de sortir. La rivière était brisée. Ça, c'est quelque chose, je pense, qu'on est amené à vivre assez régulièrement. Et maintenant, c'est très imprévisible. Le temps est très imprévisible. Tout le monde regarde aujourd'hui Internet, trouve les informations à Environnement Canada pour les prévisions de la semaine, de la fin de semaine. Avant, ça ne se faisait pas. Avant, on partait parce qu'on savait. On pouvait lire les nuages, on pouvait lire le vent. Maintenant, ça ne se fait plus. Ça change trop. Je me demande quel temps il va faire. On dirait que dimanche, il va pleuvoir. On écoute le bulletin météo régulièrement parce que notre vie dépend beaucoup du temps qu'il fait lorsque l'on sort des villages. On n'est qu'au mois de mai et nous devons nous dépêcher aujourd'hui pour envisager de rejoindre notre camp de pêche. Avant, la neige fondait fin juin. Il y a quelque temps encore, nous pouvions donc utiliser les motoneiges ou les chiens de traîneau en juin ou même début juillet. Depuis que la neige fond plus vite pour aller camper, tout le monde part plus tôt. À l'école, les problèmes de réchauffement climatique sont pris très au sérieux, au point que certains professeurs dispensent des cours spécifiques sur le sujet aux élèves du secondaire. Vous vous souvenez qu'hier, nous avons commencé à parler des problèmes de climat? Alors, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand on parle de réchauffement climatique? Le gaz. Sayar n'est pas inuite, mais se sent très concernée par les problèmes de climat. Pour cette enseignante, ici plus qu'ailleurs, la question est cruciale, bien que certains élèves soient plus mitigés et préfèrent la modernité. C'est très important, spécialement ici où l'on peut voir les effets plus rapidement qu'ailleurs. Par exemple, cette année, nous avons attendu février pour avoir de la neige. Normalement, elle arrive en octobre. Nous sommes le 14 mai, il n'y en a presque plus. Avant, il y en avait jusque fin juin. Cette année montre très bien la rapidité du phénomène. Certains enfants se sentent concernés, ils sont en colère. Ils me disent « Mais comment les gens peuvent traiter le monde ainsi ?» Ou « Les Inuits vont disparaître dans 40 ans, mais nous n'y sommes pour rien ?»
Et pourtant, ils rentrent chez eux et prennent leur quad pour aller faire des courses alors que le magasin est à 5 minutes à pied, ou bien ils jettent leur papier par terre. Nous avons déjà parlé de ce qu'il faudrait faire, comme éteindre les lumières inutiles, ne pas laisser couler l'eau du robinet, préférer la marche à la voiture, ou encore demander à leur mère « Maman, tu devrais utiliser un programme économique pour le linge ». Mais quand je leur demande le lendemain s'ils en ont parlé à leurs parents, la plupart me répondent « Oh non, ils n'écoutent même pas ». Je connais la plupart des conséquences du réchauffement climatique ici. Mais je ne suis pas inquiet. Je suis même content car il va faire plus chaud. On aura plus d'été et moins d'hiver. Je m'inquiète simplement des effets sur les chemins qu'on prend pour aller camper. Si la fonte des glaces s'accélère, il va falloir changer nos habitudes. Pour les enfants, il est plus marquant d'avoir des intervenants comme Pitsulak. La plupart des enseignants ici ne sont pas inuits, alors le message passe mieux avec un chasseur du village. Au mois de mai, il est de coutume que nous, les femmes, allions ramasser les moules sous la glace. Nous creusons un trou dans la banquise pour nous introduire à l'intérieur. Pour Marie, ma sœur, et son amie Alice, la modernité offre des avantages, mais il est aussi important de ne pas perdre nos coutumes ancestrales. Nous sommes en train de faire un trou pour ramasser des moules. Mais c'est très dangereux d'aller à l'intérieur, ça pourrait s'effondrer. Dedans, c'est comme une caverne. Il n'y fait pas froid. La fonte précoce de la banquise rend l'aventure désormais plus périlleuse. D'ailleurs, une femme a perdu la vie récemment, engloutie sous l'effondrement de la neige. Je vois des moules, Marie. Oui, je les vois aussi. Mais c'est trop dangereux d'y aller. Je crois qu'on devrait essayer de faire un autre trou. Je n'ai pas envie de prendre la glace sur la tête. C'est trop dangereux. Et il y a 10 ou 20 ans, on pouvait aller chercher des moules en mai. Maintenant, ce n'est plus possible à cette époque de l'année. Le climat a changé. Le climat a changé. La saison de chasse sur la banquise est bientôt terminée. Plus au nord, des chasseurs rejoignent leur campement. Les Inuits se nourrissent de leur chasse. La viande de phoque reste la base de leur alimentation à moindre coût, même si elle ne séduit plus les jeunes générations. À leur retour au village, les graisses et la peau seront redistribuées au reste de leur famille. En tête,
Elijah mène la troupe et dirige avec précaution le groupe de motoneige. La glace est de plus en plus dangereuse et cache des pièges qui les menacent à chaque instant. Là, on teste la glace pour savoir si elle est assez épaisse pour supporter le poids de nos motoneiges. Avant d'entamer la chasse aux phoques, Tissi, un chasseur hors pair, emmène le groupe sur un observatoire pour déterminer la direction à prendre et pour diriger les chasseurs vers les meilleurs territoires de chasse, là où se trouvent les phoques. On peut voir de l'eau là-bas. Il n'y en a pas beaucoup, hein? On cherche des endroits où il y a de l'eau, car c'est là que se trouvent les phoques. On peut voir des taches noires par là-bas. C'est là que se trouve l'eau. On va préparer et régler nos fusils d'abord. Allez, on y va. Afin de mettre toutes les chances de son côté, le groupe de chasseurs se rend là où l'eau a commencé à fondre. Le phoque sur lequel j'ai tiré se trouvait ici. Je l'ai touché, mais ma balle a ricoché comme ça. J'ai visé trop bas, alors je ne l'ai pas tué. Et il a plongé dans le trou. Enfin, ce sera pour la prochaine fois. Nous n'avons jamais vu la neige fondre aussi prématurément. Ce dérèglement du climat modifie de façon irrémédiable notre rythme de vie. Je vois la banquise diminuer chaque année et l'hiver n'est plus aussi long qu'auparavant. Nous, Inuits, avons toujours vécu en autarcie et ce rapide changement du climat nous perturbe. Mais comme on dit ici, Inuit signifie homme et l'homme s'adaptera toujours. À présent, comme d'autres gens du village, je n'ai qu'un désir, partir au camp de pêche. Si les enfants font partie du voyage, il n'en va pas de même des adolescents que cette vie traditionnelle au grand air ne séduit plus. En ce moment, il ne vaut mieux pas partir pendant la journée. On risque de s'embourber à tout moment. Il vaut mieux partir de nuit quand la neige est dure.
Au mois de mai, il fait jour jusqu'à minuit. Arrivé avant la nuit, Oulayoue retrouve les enfants que leurs parents ont amenés. C'est une joie de transmettre aux plus jeunes leur attachement à la vie en communauté et aux chants traditionnels. Le lendemain, comme prévu par la radio, le temps a changé d'un coup. Le ciel bleu a laissé la place à un épais voile de brume, mais il en faut davantage pour décourager Oulayoue. Notre camp a été bâti non loin d'un lac d'eau douce où prolifèrent mes poissons préférés. Accompagnée par mon ami Johnny, je fais partie des premières à rejoindre le lac. La pêche est pour moi une vraie passion. En Inuktitut, il existe 27 mots pour qualifier la neige. Mais aujourd'hui, une neige différente, plus humide, qui n'a pas encore de nom, oblige Oulayoue à prendre des précautions. C'est pourquoi elle utilise un tapis pour éviter de se mouiller. Quand on reste longtemps allongé sur la neige, il faut porter quelque chose qui nous protège bien du froid. Avant, quand le temps était sec, les basses températures ne nous gênaient pas. Mais aujourd'hui, cette humidité fait qu'au contact de la neige, nos vêtements sont mouillés et nous avons très vite froid. On pêche l'omble de l'Arctique en cette saison. Il y en a beaucoup au printemps, car ces poissons s'apprêtent à rejoindre la mer. Dès que la glace se brise, ils quittent ce lac vers l'océan. On se dépêche donc de les attraper. C'est une vieille tradition pour nous, Inuits, de pêcher ici. Mais on a appris qu'il y a beaucoup de mercure dans le poisson, surtout dans l'omble arctique. On nous a recommandé de ne pas manger les gros poissons, car ils en contiennent encore plus. Parfois, sur le poisson, il y a des taches, et nous ne savons pas ce que c'est. Les Inuits ont toujours été dépendants de ce qu'ils peuvent trouver dans la nature, comme le phoque, les poissons, les perdrix, les oies. Nous chassons pour vivre. C'est notre façon de vivre depuis toujours. On ne peut pas changer ça. Nous y sommes tellement habitués. Nos ancêtres l'ont fait, nous le faisons,
et les prochaines générations le feront. Nous devons leur apprendre comment préparer la nourriture en toute sécurité. Le problème est aujourd'hui que le poisson met plus de temps pour sécher, car la météo est imprévisible depuis plusieurs années. Avant, il ne fallait que 2 jours pour qu'il soit prêt, mais maintenant ce serait plutôt 4. Le temps est imprévisible, un jour il fait beau, le lendemain il pleut, et puis il fait beau de nouveau. Ce n'est pas comme avant. Ça, c'est en prévention contre les mouches. Avant, il n'y avait pas de mouches. On utilisait un peu de sel pour la conservation. Aujourd'hui, on en utilise beaucoup plus lorsque l'on sèche le poisson pour éloigner les mouches. Sinon, il y a plein de petits vers qui apparaissent. Le poisson ne peut plus sécher comme avant sur les rochers. Il pourrit en raison de ces températures anormales. C'est pourquoi Ulayu l'étale sur des bâtons de bois. Ce temps, que les Inuits ne prévoient plus, modifie leurs habitudes. La situation risque d'empirer si les prévisions des experts s'avèrent justes. Dans les prochaines années, ils prévoient une augmentation de plus de 2 degrés dans les zones arctiques. De son côté, Elijah a gagné sa journée. Il a réussi à tuer un phoque, mais a dû utiliser son kayak pour le récupérer. D'habitude, les Inuits mangent cru certaines parties du phoque tout de suite après l'avoir tué. Mais les problèmes liés à la pollution incitent Elijah à effectuer un nouveau rituel. « 97 cm. C'est un mâle. Parfois, ils ont du mercure dans le sang. Alors ils ont besoin d'être analysés. C'est important pour nous les chasseurs, parce que les phoques peuvent être malades. Elijah s'implique dans le programme de recherche sur les dégradations de la faune arctique. Il procède à l'échantillonnage de plusieurs organes du phoque qu'il enverra à un centre pour analyse, car les polluants accumulés par les animaux affectent l'homme. Ah, he got one. 2. He got 2 seals. You got 2. Celui-là est très bon à manger. Il est gros. Les femmes aiment bien ça. C'est une bonne chose de faire ces analyses, car maintenant les Inuits ont peur de manger la viande de phoque. Ils se demandent s'ils sont malades ou pas. Au laboratoire, ils vont l'analyser et nous dire si la viande est OK, s'il n'y a pas de PCB et si on peut la manger. Le réchauffement climatique ne change pas vraiment le comportement des phoques. Mais pour les ours polaires, c'est un problème. Ils ont de plus en plus faim chaque année. Certains sont vraiment maigres. Quand ils sont maigres comme ça et qu'ils ont faim, ils sont très dangereux.
C'est à Kuujjuaq, là où habite Ulayu, dans le centre de recherche de Makivik, que les scientifiques reçoivent les échantillons d'animaux envoyés par les chasseurs. J'ai reçu un échantillon de phoques qui provient de Kangiqsujuaq, d'un chasseur. L'idée du projet, c'est de vérifier certaines maladies chez les animaux que les Inuits mangent, qui pourraient les affecter. Parce que la vie ici, là, c'est cher, puis il faut manger. Puis la viande, tu sais, il n'y a pas de bœuf ici, il n'y a pas de poulet, il faut le faire venir du sud, mais ça coûte très cher. Donc, il y a encore la tradition d'aller à la chasse. Donc, c'est eux qui nous ont demandé, bon, c'est quoi qui se passe? Est-ce que c'est dangereux de manger cette viande-là? Quand on voit une bosse sur un poisson, qu'est-ce que c'est? Puis encore, ils le font, ils m'envoient des échantillons, un morceau de viande de caribou, des fois c'est un morceau de poisson ou bien le poisson en entier qui a des ulcères. Puis bon, le but, c'est de vérifier c'est quoi ça, cette maladie-là, puis on leur donne les résultats. Bien que l'on soit dans un environnement protégé, de nombreuses espèces animales sont contaminées dans le Grand Nord. Ce qui se passe, c'est que le mercure est un gaz très volatile qui s'évapore à la chaleur. Il est produit dans les zones industrialisées où il fait plus chaud et est attiré de fait par les zones arctiques beaucoup plus froides. Lorsqu'il arrive chez nous dans le nord, transporté par les courants aériens venant du sud, il se condense à cause du froid et se dépose sur la banquise, la neige, la terre et la mer. Il finit alors par contaminer toute la chaîne alimentaire. On peut dire que le changement climatique est le résultat de ces courants atmosphériques pollués qui viennent du sud. Depuis 10 ans, le niveau des contaminants a considérablement augmenté dans la vie sauvage. Et on en détecte la présence chez les ours polaires, les belugas et tous les animaux. La pollution au mercure, en partie amplifiée par le réchauffement de la planète, ne cesse d'augmenter. Elle menace désormais ces contrées polaires. Les études ont montré que les animaux concentrent bien plus de toxines que les valeurs jugées limites pour l'homme. Les Inuits sont les victimes directes des rejets industriels des pays occidentaux. Je pense que nous sommes réellement les victimes des changements climatiques parce que tout ce qu'il y a dans l'air finit par arriver ici, dans le nord, et ça modifie notre climat. Il y a beaucoup de gaz à effet de serre dans le sud que l'on ressent jusqu'ici. On voudrait vraiment demander aux gens des grandes villes d'être plus respectueux de l'environnement, autant que possible. Là-bas, ils sont nombreux, des millions, alors qu'ici, nous ne sommes que 500 ou 600 par village. Seuls les anciens sont réellement conscients de ce changement. Depuis peu, ils ne cessent d'alerter les autorités sur les bouleversements qu'ils constatent. Livy, la grand-mère de Tissi, est parmi les derniers témoins d'un monde en pleine transformation.
Au petit matin, tous les chasseurs se préparent à rentrer au village. Bien que la saison de pêche ne soit pas terminée, le temps est de nouveau incertain. Elijah reste attaché aux valeurs de son peuple, mais lui aussi a dû remplacer le savoir traditionnel par des moyens modernes. Il nous dit que le temps s'améliore et qu'il va faire plus chaud. Le ciel est dégagé à Kanjik-Sujuak, mais il nous recommande d'être prudents car la neige a beaucoup fondu et il y a de l'eau sur la glace. Les prévisions annoncées par la radio étaient optimistes. La brume ne se lève pas. Une véritable course contre la montre est engagée. Nous sommes au printemps et la banquise est en train de fondre à vue d'œil. De mémoire de chasseur, c'est la première fois que cela arrive si tôt dans la saison. Dans quelques jours, plus aucune motoneige ne passera ici. La neige n'est pratiquement pas tombée cette année. Le franchissement des collines déneigées requiert donc la plus grande précaution. À quelques kilomètres du village, un pont artificiel a été construit afin de permettre aux motoneiges de passer sans risquer de casser leurs patins. Cependant, la mécanique est fragile. Quand on a attrapé beaucoup de poissons et de phoques, nos traîneaux sont très lourds. Comme on est obligé de passer sur des collines où il n'y a plus de neige, on a beaucoup de problèmes. Alors on a fabriqué ce passage en bois pour pouvoir monter ou descendre plus facilement. Les motoneiges sont depuis 30 ans le principal moyen de transport, mais leur utilisation est très onéreuse. À Kanjik-Sujuak, le garage ne désemplit pas. La disparition de la neige sur les terres engendre des problèmes auxquels personne n'était préparé. De nos jours, nous avons beaucoup de problèmes à cause du manque de neige. Les patins des motoneiges se brisent sur les rochers. Ça coûte très cher de les faire réparer. Il faut souvent attendre plus de 3 semaines pour commander des pièces de rechange. C'est un gros problème pour les familles qui, sans moyen de transport, ne peuvent plus sortir chasser. C'est dur pour eux d'être bloqués au village pendant 3 semaines. Cela devient de pire en pire chaque année de se déplacer sur terre comme sur la banquise. Au Nunavik, les chiens de traîneau ont disparu. Seuls quelques passionnés les utilisent par nostalgie plus que par nécessité. Aujourd'hui, pourtant, certains préconisent le retour à ce mode de transport moins coûteux et beaucoup plus fiable pour se déplacer sur une banquise fragilisée.
Le changement climatique est depuis une dizaine d'années le principal sujet de recherche scientifique au Canada. Marcoussis est un chasseur, mais il participe bénévolement aux études sur l'évolution de la glace et de la neige dans la baie de Kanjik-Sujjuaq. Je réalise des mesures de glace. Ici, elle fait 150 cm d'épaisseur plus 5 cm de neige, soit 155 cm de glace. Comme d'autres bénévoles de 2 villages du Nunavik, Marcoussis effectue ses prélèvements scrupuleusement. J'ai ici 10 cm de neige et on est à 20 pas du trou. Je pars maintenant dans cette direction. 13 cm à peu près, je vais par là. Ce que j'ai fait, c'est un trou, je mesure la glace, je fais 20 pas, je mesure là, puis 20 encore, 20, 20, 20, 20, 20, 20, et là j'ai fini. Je viens de faire un carré, je mesure la neige et la glace. Le but de ces mesures est d'observer l'évolution de l'épaisseur de la glace chaque année, si elle est plus fine ou plus épaisse. On fait ça depuis 3 ans maintenant pour mesurer l'impact du réchauffement climatique ici, à Wickham Bay. Here in Wickham Bay. C'est à Kuujjuaq que les données de Marcoussis sont analysées. Martin Tremblay supervise les recherches de la région concernant l'impact du réchauffement climatique. Comme vous pouvez le voir à l'extérieur, il ne reste plus du tout de neige. Donc, ça veut dire que notre saison de mesure de glace et de neige, elle est terminée. Donc, je viens de recevoir la dernière série de mesures de Marcoussis de Kanjik-Sujjuaq. Ce qu'on veut, en fin de compte, c'est comparer ces mesures-là pendant l'hiver pour essayer de chercher un indicateur climatique qui pourrait nous aider éventuellement à dire voici, nous sommes sûrs que les conditions de glace sont sécuritaires, que ce soit sur la mer ou sur les lacs. Et puis, on essaie d'avoir cet indicateur climatique à la fois pour le début de la saison de glace, savoir que oui, maintenant, on peut y aller, c'est sécuritaire, et à la fin de la saison, pour dire maintenant, vous devez être plus prudent, certains secteurs peuvent être plus à risque qu'auparavant. L'année 2007 a été une année record. La surface de la banquise qui a été mesurée par la NASA a été la surface la plus petite des 20-25 dernières années dans l'Arctique. En 10 ans, on a pu constater que la banquise se formait l'hiver avec 2 mois de retard et qu'elle disparaissait l'été beaucoup plus tôt. Lorsqu'on discute avec les gens, les chasseurs du Nunavik, ce sont peut-être les personnes en premier plan des changements environnementaux associés au changement climatique. Et puis, eux, ce qu'ils observent, c'est l'arrivée de nouvelles espèces, que ce soit de nouveaux insectes qui apparaissent. Par exemple, pour le cas de Kuujjuaq, on est déjà en veillée de moustiques l'été. C'est pas nouveau. Aussi, les ours noirs sont plus présents qu'auparavant. Le renard roux a un temps à occuper l'habitat du renard arctique. Donc, au point de vue de la végétation, ça s'observe. Ici, à Kuujjuaq, on n'est pas très loin de la limite des arbres. Donc, les gens qui habitent depuis plusieurs années, ils nous disent « Ah, les arbres sont plus grands ». C'est sûr que l'habitat qui est constitué de végétation peut contribuer à l'arrivée de nouvelles espèces. De retour à Kuujjuaq, avec un peu de nostalgie, Oulayoue est heureuse de retrouver son compagnon, Alec, et sa classe.
De retour de la banquise à Kuujjuaq, la ville où j'habite, je retrouve mon quotidien. Mais il fait vraiment trop chaud ici. Aujourd'hui, nous transpirons et c'est nouveau pour nous. Là-bas, on avait encore de la neige et de la glace. Mais je suis contente de retrouver mes élèves. J'enseigne seulement en Inuktitut et ils apprennent le bulletin météo du jour tous les matins. Il est pour ma part capital de transmettre aux enfants la culture que j'ai reçue en héritage et les coutumes de mon peuple. Mon engagement est d'autant plus important que les bouleversements provoqués par les changements climatiques menacent directement la culture inuite. Les jeunes sont confrontés à une modernité qui les attire et ils ne prennent pas conscience que leur mode de vie traditionnel est en péril. Parfois, j'emmène les enfants sur la banquise, car voir et toucher, c'est bien plus fort que des mots. Quelques jours ont passé et nous retrouvons à Kanjik Sujuak Tissi et son frère Peter. Ils s'aventurent une dernière fois sur la banquise malgré les conditions inhabituelles. La banquise fond plus vite que jamais et 15 cm d'eau recouvrent déjà la glace. L'an dernier, ils traversaient la baie jusqu'à fin juin et nous ne sommes même pas fin mai. Ce matin, un phoque a croisé le chemin des deux chasseurs. Il nourrira leur famille pour quelques jours encore. On va devoir surveiller si ça devient plus sombre. Pour le moment, ça va, c'est presque partout la même couleur. D'ici peu, la glace va noircir et ça signifie qu'il devient dangereux de passer par là. On peut couler. C'est vraiment difficile, surtout cette année 2008, car tout fond tellement vite. Aujourd'hui, les Inuits sont convaincus que le temps a vraiment changé. Dans quelques années, ils n'en croiront pas leurs yeux, je pense. Maintenant, et spécialement cette année 2008, ils ont vraiment pris conscience de ce changement. J'espère que les gens vont comprendre notre problème de climat. On a de plus en plus chaud. Et chaque année, c'est différent. Cette année, c'est encore pire. Il y a 50 ans, nous vivions dans des igloos. Nous étions un peuple de nomades qui avait une relation très forte avec la nature. Nos besoins étaient satisfaits par elle. Les animaux sauvages pour nous nourrir, leur fourrure pour nous vêtir. Les changements climatiques vont aussi nous obliger à inventer de nouveaux mots. Aujourd'hui, il n'existe pas de mots en Inuktitut pour décrire ces nouveaux animaux qui apparaissent et les changements dans le ciel. Le mot « éclair » par exemple, je ne le connais qu'en anglais. Nos anciens ne savent plus prédire le temps, et c'est toute une culture que nous perdons, le sens du partage et la vie en commun. Ce réchauffement nous fait perdre nos coutumes, et tout cela n'est pas bon signe. Le peuple inuit apparaît comme un peuple isolé et vivant sur des terres vierges et témoin du réchauffement climatique. La réalité est tout autre. Les Inuits subissent de plein fouet un désastre programmé. Les causes de ces dérèglements sont sans doute dues à l'inconscience de nos pays industrialisés,
Mais ils n'en gardent aucune amertume, ils souhaitent tout simplement une prise de conscience des changements que cela engendre dans leur culture. Alors les Inuits sont-ils un peuple en voie de disparition? Non, simplement un peuple qui survit, mais pour combien de temps encore? I, E, U, I, E, U.